Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui à Paris dans les locaux de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Je suis en compagnie d'un invité bien spécial. Bonjour Lorenzo Baudin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Lorenzo Baudin, donc diététicien nutritionniste. Je suis spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Ok, parfait. Et est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est que les troubles du comportement alimentaire ? Ouais. Alors, pour répondre à cette question, moi, j'aime bien déjà déterminer ce que c'est pas. Enfin, qu'est-ce qu'est une bonne alimentation ? Qu'est-ce qu'une alimentation adaptée ? Donc, une alimentation normale adaptée, c'est une alimentation qui correspond aux besoins de l'individu, et ça sur plusieurs plans. À la fois calorique, au niveau de la diversité, au niveau du plaisir qu'on prend à manger, au niveau du social, donc les prises de repas en commun avec d'autres individus, au niveau émotionnel, organisationnel, voire même philosophique. Et en fait, c'est là où on a tous notre définition propre de ce qu'est une bonne alimentation. Et c'est là où ça va dépendre de nos conditions de vie et de nos aspirations. Même avec cette alimentation adaptée, au final, à certains moments, on peut avoir des émotions qui vont nous affecter dans le sens de plus ou moins manger. Ou alors, effectivement, un peu de culpabilité ou des comportements qui vont être passagers. Et c'est là où le trouble du comportement alimentaire, justement, il vient, on commence à parler de ça quand ces troubles et ces émotions perturbatrices, elles durent sur le long terme et elles peuvent avoir une répercussion sur le psychisme, le somatique et aussi le versant social de l'individu. En fait, quand il y a un dysfonctionnement qui dure. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut déterminer en tant qu'individu si oui ou non on est en train de traverser une phase avec des émotions ou on tombe dans une phase où le problème est peut-être plus grave, ou en tout cas plus important, quoi. Alors ça, dans tous les cas, moi, là où je vais quand même axer mon discours, c'est le but, si jamais on commence à avoir un dysfonctionnement alimentaire, consulter un diététicien, un psychologue, un psychiatre. En fait, c'est là où ces professionnels, ils vont savoir mettre le curseur. Et quels sont les facteurs finalement qui peuvent expliquer le début ou la croissance d'un trouble du comportement alimentaire ? Alors c'est là où on va retrouver les facteurs prédisposants. Donc là on va parler génétique, on va parler de la société dans laquelle on vit, on va parler effectivement de comorbidités psychiatriques déjà existantes. Et les facteurs familiaux. Et ensuite, on a des facteurs déclencheurs. Donc effectivement, les facteurs environnementaux, ils reviennent là. La puberté, les comorbidités somatiques, les agressions sexuelles, les psychotraumas au sens large. On va retrouver aussi le harcèlement scolaire, les difficultés interpersonnelles, les activités professionnelles où on doit avoir une image, un corps spécifique. Donc là, je vais parler peut-être des mannequins, des influenceurs. Les activités sportives à performance, type la gymnastique, la danse, la natation. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire émerger un TCA. Et ensuite, on a des facteurs de maintien. Donc là, c'est quand les TCA ils commencent à s'installer, donc avec des déséquilibres hormonaux, des bénéfices sociaux. Par exemple, tiens, t'as perdu du poids, t'es plus belle maintenant. L'hyperactivité physique, elle va induire des modifications en termes de système de récompense, etc. Donc ouais, on peut rentrer dans un cercle vicieux très rapidement au final. Tu parlais de comorbidité, juste avant. Qu'est-ce que c'est finalement une comorbidité ? Une comorbidité, ça va être des pathologies qui vont coexister avec le trouble alimentaire. C'est là où on va par exemple parler d'addictologie, de psychotrauma, nombreuses. Ouais.
Donc finalement, le psychotrauma, et je parle de ça parce que c'est le thème principal de ce podcast, mais le psychotrauma peut amener d'autres pathologies, en plus du trauma, qui vont s'ajouter aux maux du patient. Comme les TCA, par exemple. D'après les études, il y aurait entre 20 et 50% des patients ayant des TCA qui auraient des psychotraumas. Le psychotrauma, c'est vraiment quelque chose qui amène un court-circuit émotionnel qui est vécu comme intense et qui induit une perturbation majeure et durable de ce circuit, quoi. Et c'est là où la réponse alimentaire, au même titre que les addictions, que les conduites à risque, c'est des stratégies qui sont trouvées par le système psychique pour rendre le système supportable et amener une espèce de régulation à court terme. Le patient avec des psychotraumas, il va rechercher dans l'anorexie mentale une forme de sensation de contrôle, une sensation de ce qu'il ingère, de la dimension de son corps. Et c'est là où, avec la perte de poids qui est de plus en plus grande, va y avoir quelque chose qu'on appelle l'anédonie. Donc c'est un peu l'anesthésie des émotions qui va être recherchée, justement pour plus donner la place à ce psychotrauma. Et effectivement, petit à petit, cette sensation de contrôle elle disparaît pour laisser place au processus pathologique qui, au final, enferme l'individu. Au trouble lui-même, quoi. Au trouble lui-même, ouais. Dans les TCA, il y a l'anorexie mentale, il y a la boulimie. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il y a l'hyperphagie-boulimie, il y a le syndrome de Pica, le méricisme, l'orthorexie, la bigorexie. En fait, c'est là où c'est une famille de troubles. Et au final, c'est un spectre. On voit vraiment ça comme un spectre qui est en plus de ça perméable, un spectre qui est immense et effectivement qui a des répercussions différentes selon les individus. Et alors on parlait de spectre, donc ça va être compliqué de répondre à la question suivante, mais finalement quelles sont les conséquences de ces troubles du comportement alimentaire sur la personne ? Dans les conséquences somatiques, on va retrouver la dénutrition, la prise de poids massive, donc suivant le TCA associé, les défaillances métaboliques, les carences alimentaires, les troubles musculaires et squelettiques comme l'ostéoporose, les troubles vasculaires, les pertes de cheveux, les détériorations des dents, de la peau. Dans les conséquences psychologiques maintenant, ça va être effectivement des troubles thymiques, de la dépression, des TOC, augmentation des obsessions, des ruminations, augmentation du risque suicidaire. Et ça, je vais appuyer dessus parce que les TCA, c'est la deuxième cause de décès prématuré chez les 15-25 ans. On va retrouver aussi l'augmentation du risque d'addiction, les troubles du sommeil. Et ensuite, il y a les conséquences sociales qui sont l'isolement, l'exclusion, les conflits familiaux. Ça va être effectivement la diminution des rites sociaux. Ouais. Donc ça va isoler la personne, ouais. La liste comme ça fait très peur. Et qu'en est-il du coup du psychotrauma ? C'est quoi le rapport entre les troubles du comportement alimentaire et le vécu d'un traumatisme ? Le TCA, il va venir essayer de trouver un équilibre psychique auprès de la personne pour essayer de faire face à ce psychotrauma. C'est une forme d'automédication un peu ? Effectivement, ça peut être vu comme ça. Et comme, donc je le rappelle, le psychotrauma, c'est un court-circuit émotionnel, effectivement, quand on est envahi par ces émotions qui ne sont plus régulées et qui sont intenses, la réponse alimentaire, c'est une stratégie possible. Est-ce que les TCA, ça se soigne ? Et finalement, c'est quoi, du coup, les approches recommandées pour prendre en charge le trouble du comportement alimentaire ? Ouais, donc déjà, ça soigne, et deux, le soin, il est pluripro. Donc, dans un premier temps, déjà, comme je disais tout à l'heure, quand on sent qu'on a une difficulté alimentaire, c'est consulter. Consulter un diète, si possible spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, voire le psychotrauma, soit un psychologue, donc en première intention, donc un psychologue, donc aussi si possible avec une orientation un peu TCA voire psychotrauma, et ou un psychiatre pour évaluer et pour diagnostiquer si besoin. Donc ça, on va dire que pour moi, c'est les 3 professionnels vraiment indispensables dans le soin diététique, avec le médecin généraliste aussi. J'ai oublié lui. Mais le médecin généraliste aussi, ça peut être un beau premier interlocuteur. Maintenant, vient se greffer à ça, donc dans la prise en soin pluripro. Donc ça va dépendre des difficultés, ça va dépendre de comment, là, ces 4 acteurs principaux, au final, ils vont essayer de coordonner le soin au travers du symptôme. Donc c'est là où on va citer les psychomotriciens, les art thérapeutes,
les enseignants d'activité physique adaptée, les sophrologues. Est-ce qu'il existe des centres de prise en charge? Parce que là, on parle de beaucoup de professionnels, ce qui implique sûrement beaucoup de charge mentale pour les patients et potentiellement aussi des frais. Est-ce qu'il existe des cliniques ou des lieux où on reçoit ces personnes, où tous les professionnels sont sur place et sont prêts à les accueillir? Oui, alors pour ça, sur le site de la FFAB, donc l'Association française d'anorexie et de boulimie, on va retrouver un annuaire qui est téléchargeable et qui référence tous les centres. Comment se positionnent les proches des patients atteints de troubles du comportement alimentaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Notre société française, voire humaine, elle se construit autour de rites sociaux avec l'alimentation qui vient se greffer dessus. Donc c'est là où le trouble alimentaire, il peut mettre des difficultés dans cette dynamique-là. Comme ces rites alimentaires ne sont plus respectés forcément par la personne malade, elles induisent des réactions de la part des aidants. Des réactions plutôt violentes, des volontés de faire un déclic par des pensées violentes. Ça va être le fait de banaliser, le fait de sous-estimer l'ampleur de ces difficultés. Le meilleur conseil d'un aidant quand on voit que quelqu'un a des difficultés alimentaires, c'est déjà essayer d'ouvrir la discussion. Par exemple, du style, tiens, là, ces derniers temps, j'ai noté que, avec l'alimentation, j'avais pas l'impression que ça allait bien. Est-ce que tu souhaites me partager ce qui se passe? Avec une question plutôt ouverte comme ça. Et si la personne est plutôt réticente, essayer d'amener à, tiens, moi je m'inquiète pour toi. Et je pense que ça vaudrait le coup que tu fasses le point avec un professionnel là-dessus. Quel type d'approche on recommande dans la prise en charge du trouble du comportement alimentaire? Alors, il y a les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui semblent efficaces statistiquement. Donc on va dire que c'est celles qui ont le plus de ressources scientifiques. Et effectivement, ça va être une espèce de reprogrammation cognitive. On va amener le patient à prendre un peu de recul face à ses pensées, ses émotions. On va faire beaucoup de psychoéducation. Mais c'est pas la méthode unique de soins. Et c'est là où moi je vois plutôt d'un bon œil la diversité qu'on peut avoir en France en termes de suivi. Je vais citer par exemple les approches familiales, la psychanalyse, les TCC, les thérapies humanistes, les approches systémiques. Et c'est là où je pense que chaque individu va essayer de trouver un soin qui peut lui correspondre. Est-ce que tu aurais des documents, des livres ou des choses à partager pour les auditeurs? Un livre que je peux conseiller, c'est « Je fais la paix avec mon poids » de Florian Seffer. Il y a le SAV de l'alimentation de Charles Brumeau et de la tête à l'assiette de Jérémy Gorski. Ouais, ça va être les trois livres qui sont plutôt accessibles. Ouais. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.